L'information sur TV5 Monde, édition consacrée presque exclusivement à ce changement diplomatique majeur entre Cuba et les États-Unis. Simultanément, Barack Obama et Raúl Castro ont enclenché ce mercredi un processus historique de rapprochement des deux pays après 5 décennies de guerre froide. Et bonjour à tous. Depuis Paris, un peu moins de 150 km séparent géographiquement les côtes de Key West aux États-Unis de celles de Cuba. Mais diplomatiquement, les distances entre les deux pays sont certainement devenues plus courtes ce mercredi 17 décembre 2014. Une journée qui restera sans doute dans les manuels d'histoire comme celle d'un rapprochement inattendu et déjà salué dans le monde. Régis Nussbaum. Barack Obama et Raúl Castro s'étaient longuement parlé au téléphone. Les présidents américains et cubains annoncent un rapprochement historique entre les deux pays. Aujourd'hui, les États-Unis changent leurs relations avec le peuple de Cuba. Dans le plus important changement dans notre politique en plus de 50 ans, nous allons mettre fin à une approche qui a échoué depuis des décennies et nous allons normaliser les relations entre nos deux pays. Au même moment, à la télévision cubaine, nous nous sommes mis d'accord sur le rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis. Cela ne veut pas dire que tout soit résolu. L'embargo économique, commercial et financier qui provoque d'énormes dommages humains et économiques dans notre pays doit cesser. Cette annonce intervient quelques heures après la libération d'Alan Gross, un Américain détenu à Cuba depuis 5 ans. Les États-Unis avaient exigé son élargissement avant tout changement dans les relations avec Cuba. De son côté, Washington s'est engagé à libérer 3 Cubains emprisonnés pour espionnage. Le rapprochement entre les deux pays devrait mettre fin à un embargo américain qui remonte à plus d'un demi-siècle, peu après la prise du pouvoir par Fidel Castro. Entre Washington et la Havane, les relations sont restées au point mort jusqu'à cette poignée de main entre les deux dirigeants l'an dernier aux obsèques de Nelson Mandela. Signe supplémentaire du réchauffement entre les deux pays, les États-Unis annoncent l'ouverture d'une ambassade à La Havane. Et avant d'évoquer cet événement avec notre invité en plateau, le député français François-Michel Lambert, très impliqué dans ce dossier cubain, on prend la direction d'abord de Washington. Bonsoir Philippe Gassot. On va regarder tout cela à la loupe. Les mesures, très précisément, quelles sont-elles, Philippe ? Bien, les mesures, c'est d'abord de rétablir les relations diplomatiques. Et lorsque vous rétablissez des relations diplomatiques, eh bien, vous avez d'abord, et c'est le rôle de John Kerry qui a été mis sous mandat dès ce soir, il va falloir qu'il organise des rencontres entre les diplomates cubains, les diplomates américains. Il y aura des voyages d'un côté et des voyages de l'autre. Et ensuite, dans quelques mois, il y aura la construction des ambassades. Et là, vous pourrez avoir, entre-temps, la possibilité pour des citoyens américains de voyager à Cuba, ce qui était totalement impossible jusqu'à présent. On sait qu'en 2009, Barack Obama s'était arrangé pour que les ressortissants cubains devenus américains puissent aller une fois par an, puis ensuite ça a été un peu plus du côté de Cuba, qu'ils puissent verser un petit peu d'argent à leur famille. Eh bien, cet argent pourra continuer à être versé, il va même être augmenté. C'était limité récemment jusqu'à $500. Eh bien, on va passer à $2000 et plein de choses comme ça. Vous pourrez ouvrir des comptes en banque à Cuba, les Cubains pourront ouvrir des comptes en banque aux États-Unis, les Américains pourront livrer, pourront commercer avec les Cubains, ce qui était totalement impossible. Alors, quelle peut être la part de préméditation, entre guillemets, dans cette histoire? Est-ce que ce réchauffement était un objectif du second mandat de Barack Obama? Eh bien, disons qu'il n'en a pas soufflé mot. Ce que l'on sait, c'est que lui, et ça n'est pas une surprise, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une énorme, j'allais dire, une énorme bulle qui a éclaté, mais on sait qu'avec Barack Obama, depuis très longtemps, il trouvait que l'embargo n'était pas productif, que ça ne servait à rien, qu'on ouvrait des portes qui étaient pleines de toiles d'araignée, que les choses n'étaient pas comme ça, que la vie avait changé. Donc, on sait qu'il avait avancé petit pas par petit pas. En 2009, il avait permis, je le disais tout à l'heure, aux Cubains d'origine de retourner chez eux. C'était déjà un exploit de passer de l'argent. Oui.
Et petit à petit, il avançait. Il avait même permis à une équipe de baseball cubaine, parce que c'est le sport national à Cuba, de venir aux États-Unis pour jouer. Donc il y avait une diplomatie qui se mettait en forme, mais il n'en avait pas fait un véritable objectif. Restez avec nous, Philippe. On retrouve maintenant Alexandre Grosbois, correspondant de l'agence France Presse à La Havane. Bonjour Alexandre. Alors, côté cubain maintenant, peut-on dire que Raúl Castro a quelque peu enterré l'ère de la révolution portée par son frère fidèle? Enterrer la révolution, c'est difficile à dire à ce stade. Certes, Raúl Castro a progressivement ouvert le pays à l'économie de marché depuis son arrivée au pouvoir en 2008. Il a notamment concédé aux Cubains des facilités de voyage. Mais en même temps, on a constaté qu'aujourd'hui, dans ses déclarations, il a déclaré de nouveau qu'il restait absolument fidèle aux principes de la révolution, qu'il n'est absolument pas question d'une ouverture politique, et que, en outre, Fidel Castro, le héros anti-américain, a toujours soutenu cette politique anti-embargo et a toujours été ouvert à une levée de cet embargo. En outre, on constate qu'il n'y a pas énormément de concessions du côté cubain et qu'il s'agit d'une petite victoire pour Raúl Castro, puisqu'il n'a concédé que la libération d'un espion américain, sans aucun engagement par ailleurs au niveau des droits de l'homme ou au niveau de l'ouverture politique, et qu'il s'agit donc davantage d'une volonté politique de Washington face à l'échec de la politique américaine menée ces 50 dernières années. Merci Alexandre. Bonjour François-Michel Lambert. Vous êtes député en France et vice-président du groupe d'amitié France-Cuba à l'Assemblée nationale. Vous êtes né à Cuba, vous n'avez connu que le blocus. Quelle est votre réaction à ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui? C'est une vague d'émotions qui nous submerge, tous ceux qui regardent Cuba, qu'on soit cubain, qu'on soit sud-américain ou qu'on soit à suivre ce pays qui vit sous ce blocus et toutes ces personnes, ces millions de personnes qui en souffrent depuis plus de 50 ans, vous l'avez dit. C'est une sorte de mur de Berlin qui tombe, le mur de Berlin dressé par les Américains, et on sent qu'il se fissure, il faut qu'il tombe, tout comme les Allemands ont pu se retrouver. Aujourd'hui, il faut que les Cubains puissent se retrouver dans la nation planétaire et non pas être isolés comme ils le sont aujourd'hui. Je vous pose la même question sur la révolution de Fidel Castro. Est-ce qu'elle est enterrée par Raúl Castro? Oui, d'une certaine manière, elle est enterrée sous sa forme révolutionnaire, active, mercenaire. Mais je crois, et les Cubains le disent depuis déjà de nombreuses années, les fondamentaux ne changeront pas. Les fondamentaux, c'est l'alphabétisation, c'est la santé pour tous, l'éducation pour tous, et trouver nourriture et logement. Ces fondamentaux ne bougeront pas. Le régime va bouger. Et on le voit peut-être pas à travers ces images de Raúl Castro, mais on le voit aussi par ceux qui se laissent dire bientôt des dissidents seront libérés des prisons cubaines. Alors vous êtes très optimiste. On évalue à 108 milliards de dollars, chiffre de l'ONU, le manque à gagner finalement en 50 ans pour Cuba à cause du blocus. Mais concrètement, la vie sous embargo, ça ressemble à quoi? La vie sous embargo, c'est le matin, on se lève et on cherche à répondre à un besoin de trouver de quoi se nourrir, de quoi se déplacer. On voit des voitures à l'écran. La mobilité est extrêmement complexe. De quoi équiper modestement son logement, de quoi pouvoir téléphoner à d'autres. C'est ça qui est le quotidien des Cubains. C'est peut-être dû au régime, mais c'est surtout et très certainement dû au blocus. Mais je voudrais dire que aujourd'hui, les Cubains sont dans un monde qui vient de changer, pas sur ces éléments matériels, mais dans leur esprit, dans leur espoir. Comme vous l'avez dit, ça fait 53 ans que ce blocus, qui s'est d'ailleurs renforcé sous l'ère Bush, 53 ans que ce blocus existe, donc quasiment tous les Cubains n'ont connu que ça. Oui. Et donc, on leur parle d'un autre monde pour eux qu'ils ne savent pas. On va développer cet aspect-là. On va retrouver d'abord Alexandre Grosbois. Vous avez justement recueilli des réactions de Cubains à cette annonce, Alexandre. Oui, on constate ici que du point de vue des Cubains, spontanément, il y a une certaine joie, un certain soulagement, puisque effectivement, il y a un énorme rideau qui
qui tombent enfin. Certains sont abasourdis, certains sont très émus. Mais après, pour aller au-delà de ces considérations, c'est assez difficile puisque Raúl Castro n'a pas annoncé énormément de détails. Toutes les mesures américaines n'ont pas été vraiment détaillées par les médias cubains. Donc on constate un flottement ici. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir, s'il va y avoir plus de touristes, si les voyages vont être facilités, s'il y aura davantage d'afflux d'argent ici. Tout ça reste à définir. Même dans les déclarations de Washington, on a du mal à lire les implications concrètes et immédiates de ces annonces. Alors si les Cubains, eux, n'ont pas d'informations, en tout cas suffisamment d'informations, vous nous le dites, il y a les Cubains exilés sur le sol américain. Voyons quelle est leur réaction. Et historiquement, on sait que s'ils sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec le régime castriste. Ilham Taoufik. Le rapprochement entre la Havane et Washington, ces exilés cubains n'en veulent pas. Ils vivent ici en Floride depuis des années et pendant tout ce temps, leur ressentiment contre le régime de leur pays natal est resté intact. Les États-Unis sont une grande puissance. Ce pays doit continuer à se comporter comme tel. Je pense qu'Obama est en train de baisser son pantalon. Le gouvernement cubain frappe son peuple, le torture, le met en prison. Il n'y a pas de droit de l'homme à Cuba. Et ces gens ont le culot, ce pays a le culot de négocier avec les Cubains, tout leur donner. Et Cuba, qu'est-ce qu'il nous donne? Pour ces Cubains qui ont fui le régime castriste pour des raisons politiques ou économiques, la décision de la Maison-Blanche est vécue comme une trahison. Les républicains, eux aussi, sont montés au créneau. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, cubain d'origine, a déjà menacé l'administration Obama. La levée de l'embargo sur Cuba, il utilisera tous les moyens dont il dispose pour que le Congrès ne le vote pas. Ce changement ne fait que cautionner un gouvernement qui viole sans vergogne les droits de l'homme. Et ce ne sera d'aucune aide pour tous ceux dont les droits sont bafoués. L'administration Obama fait une nouvelle concession à la tyrannie. Mais tous ne partagent pas cet avis. Certains Cubains exilés aux États-Unis ont encore de la famille à Cuba. Et c'est à eux qu'ils pensent aujourd'hui. Je pense que c'est une nouvelle formidable, car tout le monde rêve de liberté. Nous vivons dans un pays où tout le monde est libre. J'ai encore de la famille à Cuba et ils veulent être libres eux aussi. Je pense que ce qui se passe est une très grande chose. Ils sont quelques 2 millions d'exilés cubains à vivre sur le sol américain. Et François-Michel Lambert, je me tourne à nouveau vers vous. Est-ce que vous comprenez l'opposition de certains de ces exilés cubains? Non, ça me fait même mal de laisser croire que 10 millions de personnes seraient, tel que ça a été décrit, qu'ils seraient sous le joug de quelques-uns. Oui, il y a des problèmes de liberté, on ne va pas le nier, une démocratie qui est encore à construire. Mais vous savez, Barack Obama l'a dit, les médecins cubains sont aux côtés des autres médecins du monde en Afrique dans le combat contre Ebola. D'ailleurs, il y a plus de médecins cubains que l'ensemble des autres médecins occidentaux. Oui, on l'a dit souvent ici, effectivement. Et vous l'avez dit, je le sais, et sur Haïti, et sur la Louisiane, et sur d'autres campagnes. Il y a un fort engagement du choix politique du gouvernement cubain, mais accompagné par le peuple cubain. Et les traiter comme des terroristes, comme c'était le cas, et c'est d'ailleurs pas encore levé. C'est ce que veut faire Barack Obama. Alors qu'ils aident les Occidentaux dans le combat contre le terrorisme, il y a quelque chose d'aberrant, voire d'autres intérêts qui sont derrière, parce qu'on sait qu'il y a des intérêts, et des intérêts économiques extrêmement forts, parce que certains aimeraient bien revenir à Cuba et récupérer ce qui a été nationalisé. Ces intérêts économiques, justement, parlons-en. Cuba, c'est un marché de 11 millions de personnes. Vous avez parlé des besoins, mais qu'est-ce que Cuba a aussi à offrir désormais ? Déjà, tout ce que j'ai exprimé, notamment au niveau de la médecine, il faut savoir qu'ils développent des technologies, des médicaments qui ne peuvent pas être
exportés aux États-Unis. Parce que blocus, donc les Américains sont privés de certains médicaments qui ont été créés sur le sol cubain. C'est un certain paradoxe. Ouais. C'est aussi des approches différentes en termes d'éducation. Ils ont un résultat en termes d'alphabétisation qui est sans commune mesure avec ce que l'on voit aux États-Unis. Et puis, c'est un pays qui a une richesse agricole, une richesse minière, une richesse pétrolière en devenir assez intéressante. Mais je crois qu'il y a aussi une autre idée de la solidarité, du vivre ensemble, de ne pas laisser tomber son voisin. C'est peut-être quelque chose qui n'a pas de valeur monétaire, mais qui peut être exporté. Et nous avons peut-être à leur apporter une culture de la démocratie, une culture d'un système plus équitable et moins bloqué par un régime qui... Finalement, oui. S'il a survécu, c'était grâce probablement au blocus, ce qui est relativement paradoxal. Ouais. On va retourner aux États-Unis. Pour Barack Obama, prix Nobel de la paix, rappelons-le, c'est un vrai coup diplomatique, mais qui sera a priori difficile à mettre en œuvre. Il va falloir passer au Congrès le vote qui en finira avec le blocus. Philippe Gassot, c'est donc là que ça se complique. Oui, ça se complique, mais on a l'impression de voir dans les 2 dernières années qui restent à Barack Obama un autre président qui fonctionne d'une façon différente. Je ne voudrais pas être trivial, mais on peut parler peut-être de la politique du coup de boule. Vous savez, il nous a beaucoup étonné, ce président, lorsqu'il a dit « Eh bien, je vais régulariser 5 millions d'immigrés illégaux ». On est resté baba devant une telle annonce. Et aujourd'hui, c'est pareil. Vous avez l'effet de surprise qui a joué à plein. C'est vrai qu'il y a eu des tas de tractations pour arriver au résultat d'aujourd'hui, mais personne ne l'a su véritablement. On savait qu'Obama était contre l'embargo, c'est tout. Or, aujourd'hui, encore une action seule. On peut dire que l'artiste travaille seul et sans filet. Il annonce qu'il fait tomber le mur de l'isolation du côté des Américains et du côté de Cuba. C'est-à-dire que les relations vont reprendre. On tourne une page et ça, c'est formidable. Vous savez que les Américains sont des gens pragmatiques. Ils considèrent que tout ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour le monde, et Barack Obama considérait que l'embargo contre Cuba, eh bien, ça n'était pas bon pour les Américains. Précision de Philippe Gassot à Washington pour TV5 Monde. Un dernier point évoqué maintenant sur ce dossier, la médiation importante du Vatican. Le pape François s'est visiblement impliqué personnellement pour ce rapprochement diplomatique. C'est ce qu'indiquait tout à l'heure Renaud Bernard, le correspondant de France Télévisions à Rome. C'est le résultat d'une diplomatie entre ombre et lumière que maîtrise parfaitement le Vatican et encore mieux, il vient de le prouver, le pape François. Il y a d'abord le visible. Le 27 mars dernier, Barack Obama se rend au Vatican, le dossier est évoqué. Et puis il y a ce dont on ne dispose aucune photo, aucune vidéo. Fin août, des évêques cubains viennent évoquer la disponibilité de Raúl Castro auprès du souverain pontife ici au Vatican. Deuxième rencontre fin septembre avec des universitaires qui font encore passer des messages jusqu'à la rencontre finale des délégations des États-Unis et de Cuba réunies ici pour conclure l'accord définitif. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dossier États-Unis-Cuba. Merci à nos correspondants Philippe Gassot et Antoine Grosbois. Et à vous, monsieur le député, un dernier mot peut-être ? Derrière l'émotion, un sentiment d'apaisement. Je crois que ces tensions qui durent depuis 50 ans vont disparaître. Et beaucoup de personnes, des millions, des centaines de millions de personnes vont beaucoup mieux vivre demain matin et vont espérer, et j'espère que ça tiendra dans les jours prochains. Merci monsieur Lambert d'être passé par le journal de TV5 Monde. Le reste de l'actualité avec d'abord les suites de l'attaque sanglante des talibans dans une école de Peshawar au Pakistan. L'assaut a fait 148 morts, dont 132 écoliers, mais a aussi laissé un pays sous le choc. Les autorités locales ont décidé de la levée du moratoire sur la peine de mort dans les cas de terrorisme. Écoutez. Nous allons continuer cette guerre tant qu'il restera un seul terroriste sur ce sol. En ce jour, il nous faut donner le sentiment que le gouvernement est uni au-delà des divisions partisanes. Nous sommes d'accord sur les moyens d'éradiquer le terrorisme totalement et partout. Le Parlement européen a affirmé son soutien à la reconnaissance d'un État palestinien devant l'ONU. Un feu vert de principe global, mais qui n'appelle pas à un alignement individuel des 28 pays de l'Union. Par ailleurs, le Hamas ne fait plus partie de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Du fait d'un vice de procédure, ses avoirs en Europe restent gelés.
La Grèce dans l'impasse, elle n'est pas parvenue à élire son président. Sur les 300 députés appelés à voter, seuls 160 l'ont fait pour le candidat proposé par le gouvernement, Stavros Dimas. Or, il faut 200 voix pour valider ce premier tour. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Retrouvez d'autres infos à tout moment sur Internet sur le www.tv5monde.com. Merci, à bientôt.